Alors bonjour, je m'appelle Roch Ouimet, je suis je suis ingénieur forestier à la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, Fonds de Parc, et puis je voulais profiter des rendez-vous à Séricole 2021 pour vous présenter un peu un aperçu de projets de recherche qu'on a menés ou auxquels on a touché à la direction de la recherche forestière en lien avec la sériculture. Alors, il y a des choses qui pourraient vous intéresser. Alors, un petit mot rapidement sur la DRF au ministère des Forêts, Fonds de Parc du Québec, qui comprend 3 services. Alors, service de génétique, reproduction et écologie, dans lequel je me trouve. Le service de la sylviculture et rendement des forêts. Alors, c'est plus des gens qui font des expériences là, sur la coupe des arbres et la sylviculture. Et puis le service du soutien scientifique, alors c'est un service important chez nous. Alors c'est les laboratoires, laboratoire de chimie, préparation des échantillons, laboratoire de dendrochronologie où on mesure les carottes, les nombreuses carottes de sondage qu'on prend dans les arbres partout dans la province. Et puis on couvre vraiment toute la province, c'est non seulement les érablières, mais toute la forêt boréale et même la taïga, là, plus au nord. Alors c'est notre terrain de jeu à la DRF. Mais on va rester quand même dans les érablières aujourd'hui. Je vais vous présenter aujourd'hui 7 projets ou 7 volets dans lesquels la DRF a été impliquée ou est impliquée encore, qui touchent à la sériculture, qui vous touche. Alors, on va voir l'effet à long terme du chaulage sur la santé des érables, l'effet du chaulage sur le rendement en sève et en sirop, l'effet de l'entaillage sur la croissance de l'érable à sucre, l'effet du haut vacuum, on parle de plus en plus, là, les acériculteurs sont capables de colmater les fuites et puis de monter leur vacuum sur la croissance de l'érable. Ensuite, je vais vous résumer un peu un portrait qui a été fait de l'érable à sucre au Québec récemment là, par un groupe de chercheurs à la DRF. Et puis on va terminer cette présentation avec l'aménagement, les projets en aménagement sérico-forestier, comment suivre la trajectoire d'une érablière là, pour la production acéricole. Alors, je vous parle de l'effet à long terme du chaulage sur la santé des érables. Alors, des résultats je vous présente après 20 ans. Alors, c'est la plus vieille expérience, là, à ma connaissance, au Québec, qui est suivie sur le chaulage des érablières. Alors, l'expérience a démarré en 1994, ça fait déjà 26 ans. Alors, elle est située dans le comté de Portneuf, dans la station expérimentale de Duchesnay. Donc, on est dans les Basses-Laurentides. Ce sont des sols pauvres, acides, qui sont très carencés en calcium, magnésium. Vous voyez le hêtre envahit les jeunes hêtres qui envahissent l'érablière. On a testé là, jusqu'à 7 doses de chaux. Alors, une seule application, plus un témoin. Alors, 7 doses de chaux différentes, de 1 demi-tonne à 1 tonne, 2 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, 20 tonnes. On a même mis 50 tonnes à l'hectare. Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas quelle dose ça prenait là, pour sauver ou récupérer ces érables-là. Et puis, on a suivi leur taux de dépérissement, leur croissance et la fertilité du sol là, depuis le début. Ce que je vous montre ici, c'est un graphique qui montre l'évolution du taux de dépérissement en fonction des doses de chaux dans le temps. Alors, vous voyez, au début de l'expérience, on a choisi des arbres qui avaient un faible taux de dépérissement. Alors, il n'y avait pas de différence de taux de dépérissement entre les arbres. Et puis, vous voyez l'évolution là, de chacun des arbres dans les différentes doses de chaux au cours du temps. Alors, vous voyez le taux de dépérissement des témoins là, a dépassé 40% là, en 20 ans. Un taux de dépérissement moyen annuel de 2,2% par année. Ce qui est à peu près le double du dépérissement, le double du taux de mortalité qu'on observe là, en forêt naturelle là, au Québec. Alors ces arbres-là mouraient 2 fois plus vite que la normale. Tandis que vous voyez les traitements de chaux, les taux de dépérissement sont restés relativement faibles. Alors ça variait d'au plus de 10 à 15%, aller à 0%.
avec des taux de dépérissement, des taux de mortalité vraiment faibles. Alors, on parle de 0,15% par année, plutôt que 1% en moyenne là, pour la forêt naturelle. Et puis, vous voyez, même pour les faibles doses ici, où on observe un certain dépérissement, le taux de mortalité restait très faible, de l'ordre de 0,3% par année. Alors, c'est très encourageant de voir ça. On voit que dans des situations, dans des érablières comme celle qu'on observe, dans laquelle il y a eu cette expérience, c'est possible de sauver des érables et puis d'empêcher le dépérissement de survenir, là, et puis la mortalité. Si on regarde du côté de la croissance, je vous montre un graphique ici de la croissance relative par rapport aux témoins. Pas par rapport aux témoins, mais par rapport à leur croissance qu'il y avait avant traitement. C'est-à-dire les 10 années avant traitement et puis les 20 années après traitement. Fait que vous voyez, alors 100%, ça veut dire que les arbres croissaient à la même vitesse là, avant et après traitement de chaux. Et puis vous voyez, c'est le témoin. Le témoin a connu une baisse de croissance d'environ 50% par rapport à sa croissance là, avant le début de l'expérience. Tandis que dès qu'on a ajouté là, même une demi-tonne de chaux à l'hectare, la croissance est encore 20 ans après, encore supérieure à la croissance qu'elle avait avant le traitement. Et puis, plus la dose de chaux augmentait, vous voyez ici, c'est des doses de chaux qu'il y a dans cette ici. Alors même si on appliquait 50 tonnes de chaux à l'hectare, ça donnait pas plus de croissance là, qu'en ajouter 5 tonnes à l'hectare. Alors, les concentrations, on a regardé aussi les concentrations foliaires en calcium, sont demeurées plus élevées et adéquates là, dans tous les traitements de chaulage, sauf dans les plus faibles doses, alors les doses après 20 ans. Alors, les doses d'une demi ou une tonne à l'hectare n'ont pas semblé suffisantes là, pour maintenir les concentrations de calcium dans le feuillage après 20 ans. Bon, ça montre que ce sol-là était vraiment acide et puis, bon, ces doses-là n'étaient pas adéquates là, pour ce genre de sol-là. Et puis, ce que ça démontre aussi, c'est que dès qu'on épand de la chaux, entre 2 et 5 tonnes à l'hectare, c'est suffisant là, pour augmenter la croissance et puis maintenir le statut foliaire en calcium là, pour 20 ans et même plus. On pense que ça va durer encore plusieurs années, sinon encore quelques décennies. Une autre expérience qu'on a fait dans ce même dispositif-là à Duchesnay, où un printemps, on a décidé d'entailler un certain nombre d'arbres pour voir c'était quoi l'effet d'avoir appliqué cette chaux-là sur le rendement en sève et en sirop d'érable. Alors, on a choisi, les arbres avaient été entaillés 18 ans après le début de l'expérience. On a appliqué un vacuum de 20 pouces de mercure et puis on a choisi trois doses de chaux qu'on a étudiées. Alors le témoin 0 et le 2 et le 5 tonnes à l'hectare. Alors pendant un printemps, on a entaillé ces arbres-là, puis on a mesuré la quantité de sève et puis le pourcentage de sucre, etc. Calculé le rendement sirop là, de chaque arbre. Alors ce qu'on observe ici, c'est on voit le rendement en sève en litres par arbre et en fonction de la largeur moyenne des cernes annuelles après traitement, en fonction des différentes doses. Vous voyez que plus les arbres avaient une croissance importante, alors plus le rendement en sève est important et puis ça suit aussi le rendement sirop. Et puis on voit que même pour, par exemple, des arbres 2 tonnes à l'hectare qui avaient peu de croissance, en réponse au chaulage, il y avait aussi peu de rendement en sirop. Alors, le rendement en sirop vraiment relié à la croissance. Ce graphique-là montre qu'il n'y avait pas d'effet direct du chaulage. Alors, c'est pas parce qu'on ajoute du calcium dans un écosystème comme une érablière que ça va automatiquement se répercuter sur le rendement sirop. C'est seulement les arbres qui avaient besoin d'augmenter leur croissance qui vont donner plus de rendement en sève et en sirop. Vous voyez, le rendement en sève, là, dans le cas du chaulage, était 34% plus concentré en calcium là, dans la sève, alors le calcium était plus concentré. Aussi, ce qui était intéressant de remarquer dans les deux doses de chaux, le degré Brix était plus élevé de 0,35 unités. Alors, c'est quand même intéressant de voir ça.
Et puis, le rendement augmente avec la croissance des arbres, ça je vous l'ai dit. Le rendement en sirop augmentant en moyenne de 2 livres par entaille pour chaque millimètre de croissance supplémentaire que l'arbre avait. C'est ce qu'on a observé. C'est quand même important. Vous voyez, puis l'analyse, l'interprétation qu'on en fait, c'est vraiment un effet indirect du chaulage sur le rendement en sirop grâce à l'augmentation de la croissance des arbres en raison de l'application de la chaux. Alors, on voit que le chaulage, donc en conclusion de cette expérience-là, c'est que le chaulage peut augmenter le rendement en sirop dans des conditions où les arbres en ont besoin. Alors, on a regardé aussi un aspect qu'on nous a rapporté. Alors, on a fait une publication là-dessus, c'est sorti au mois de juin cette année, où on a regardé l'effet de l'entaillage sur la croissance des érable à sucre. On a réussi à trouver 7 peuplements forestiers, 7 érablières dans lesquels il y avait une parcelle dans chacune de ces stations-là, une parcelle d'érables qui n'avait jamais été entaillée, à côté dans une érablière où on faisait de la production de la sériculture. Alors, les arbres avaient été entaillés plusieurs années, et puis il y avait des arbres qui n'avaient jamais été entaillés. Alors, dans les Appalaches. Alors, on a pris des carottes de sondage dans les arbres, dans 10 arbres par traitement par site, pour mesurer leur croissance. Et puis, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait seulement un seul site parmi les 7 qui a connu une baisse de croissance à cause de l'entaillage. Alors, le graphique que je vous montre ici, c'est l'accroissement surface terrière des arbres, alors en centimètres carrés par année pour les arbres, en fonction le point zéro ici, c'est le temps avant ou après entaillage. Évidemment, les témoins n'ont jamais été entaillés, alors leur croissance était comme ça. Et puis, vous voyez que pour les arbres entaillés, il y a une inflexion là, qui a commencé après le début de l'entaillage. On n'a pas observé de telles tendances dans les 6 autres stations. Pour dire que cette station-ci, la 1202, était carencée en calcium, mais c'était pas le seul site. Il y en avait un autre là, qui montrait des carences en calcium d'après l'analyse de sol, mais il ne montrait pas de tendance de diminution. Donc, il semble y avoir d'autres facteurs que le degré de fertilité du sol qui jouent un rôle dans l'effet de l'entaillage sur la croissance de l'arbre. Et puis, on veut creuser ça là, pour voir quels seraient ces autres facteurs-là. On a aussi calculé un bilan. On a fait un exercice dans lequel on s'est dit combien de produits de la photosynthèse que l'arbre synthétise à chaque année, alors pour croître. Et puis qui est aussi extrait là, par la sériculture pour produire du sirop. Alors, on a fait croître un érable moyen. On l'a fait croître de 20 à 30 cm. On a considéré un scénario dans lequel la largeur des cendres annuelles était d'1 millimètre par année. Alors, si vous faites le calcul, là, pour passer de 20 à 30 cm, ça prend 50 ans là, à ce taux de croissance-là. On a aussi étudié un autre scénario dans lequel la croissance de l'arbre était plus rapide. Alors, un cerne annuel de 2 mm par année. Alors, si vous faites le calcul là, pour passer de 20 à 30 cm, cet érable-là, là, ça lui a pris 25 ans. Alors, on a calculé vraiment pour l'ensemble des années la quantité de biomasse, la quantité de feuilles, de bois, de racines, d'extraction de sève là, par l'entaillage en fonction du diamètre. On avait une relation diamètre-rendement en sirop. Alors, tous les hydrates de carbone que l'arbre faisait par la photosynthèse, on a calculé le bilan de ça. Et puis, on voit que durant ces 50 ans-là, cet arbre-là, pour passer de 20 à 30 cm, a utilisé la majorité de ses hydrates de carbone pour produire du feuillage. Et puis moins de bois et puis de racines. Et puis seulement 6% des hydrates de carbone au cours de ces 50 ans-là ont été, si vous voulez, utilisés pour produire du sirop d'érable. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec un arbre à croissance rapide
on voit que durant toutes ces années, durant ce 25 ans-là, les hydrates de carbone ont servi à produire, oui, beaucoup de feuillage, mais aussi beaucoup de branches. Et puis seulement 4% là, de tous les hydrates de carbone qui est assimilé par les arbres a été extrait là, pour produire du sirop. Donc, ce que cet exercice-là dit, ben, ça confirme, en tout cas, ce que plusieurs spécialistes disent, que lorsque les érables sont en santé, le prélèvement de sève ne cause pas là, de diminution, si vous voulez, d'hydrates de carbone dans l'arbre qui mettent en péril là, sa santé. Est-ce que justement l'extraction de la sève peut causer une diminution de la santé de l'arbre ou de sa croissance, surtout avec les nouveaux paramètres là, de haut vacuum qui sont utilisés maintenant là, depuis quelques années dans plusieurs érablières. Hein, vous savez qu'il y a plusieurs érablières alors qui sont passées d'un vacuum de 20 pouces de mercure à 25 et même 27 pouces de mercure de vacuum. Alors, les rendements, évidemment, sont proportionnels. Hein. Plus le vacuum est important, plus le rendement en sève et en sirop va être important. Là. C'est à peu près passer de 20 à 25 et 27 pouces de mercure, ça augmente le rendement d'environ 30 à 40%. Alors, par exemple, un érablière qui donne 3 livres à l'entaille, on peut penser en augmentant le vacuum, donner 4 livres à l'entaille. Alors, c'est quand même important. Alors, on a démarré un petit projet en Estrie avec l'aide des gens du MAPAC en Estrie pour voir s'il y avait un effet là, de ce haut vacuum-là sur la croissance. On est allé dans une quarantaine d'érablières dont la moitié avait des vacuums de 25 pouces de mercure et plus depuis au moins 3 ans. Et puis des érablières où la pratique était de maintenir autour de 20 pouces de mercure. On a pris des carottes de sondage dans les arbres pour mesurer leur croissance et puis des échantillons de sol pour mesurer la qualité de site. Je vous montre juste des résultats préliminaires vraiment bruts là. Au premier abord, alors c'est des simples moyennes. Là. Alors on a ici la largeur du cerne annuel en fonction là, de vacuum normal, si vous voulez, 20 pouces de 20 à 25, en bas de 25 pouces de mercure et puis 25 pouces de mercure et plus. Pas de différence de croissance là, entre les deux groupes d'arbres. Alors c'est des résultats préliminaires. Il reste à analyser ça de façon plus stricte. Alors, il y a un groupe de chercheurs à la direction, on était une vingtaine de chercheurs. Il y a 3 ans, on s'est penché sur le portrait de l'érable à sucre au Québec parce que il y avait plusieurs lumières rouges qui s'allumaient, hein, l'envahissement par le hêtre, dépérissement, tout ça, qualité du bois des érables à sucre. Alors, on a fait un genre de synthèse là, de portrait de la situation au cours des 30 dernières années sur l'érable à sucre et puis trouver s'il y avait des problèmes, quelles pourraient être des pistes de solutions. Alors, les observations qu'on a faites dans le cadre de ce rapport-là, il est disponible en passant sur le site Internet du ministère des Forêts, Fonds de Parc. Vous avez juste à taper le titre et puis vous allez tomber dessus. Alors, les observations sont que au cours des 30 dernières années, l'abondance et la densité de l'érable à sucre est en déclin. Ça, c'est à l'échelle de la province, si vous voulez. Lorsqu'on regarde le portrait là, en large comme ça. Alors, tandis que l'abondance du hêtre ne cesse d'augmenter. Sans doute, vous avez pu observer ça vous-même dans votre propre érablière. Ça se produit, là, si vous voulez, quasiment à grandeur de la province. Ce qu'on a observé aussi, c'est que le hêtre est plus contraint par des variables climatiques. Alors, il n'ira pas plus au nord, par exemple, que l'érable à sucre. Il y a certains endroits, par exemple, au nord de Mont-Laurier, où il y a encore de l'érable à sucre, et puis on ne trouve plus le hêtre. Le hêtre ne sera pas capable, ne sera pas tout de suite de se rendre là. Mais tandis que l'érable à sucre, lui, il semble plus contraint par des variables de station, c'est-à-dire les variables de site, la qualité du sol, le drainage, etc. Moins par le climat.
On a observé aussi que les conditions environnementales sont changeantes. Et puis ça semble favoriser le hêtre au profit de l'érable à sucre. Alors, face à ces observations-là, qu'est-ce qu'on a proposé comme piste de solution? C'est que au ministère, c'est que dans le cadre de sa planification stratégique et tactique, il va falloir prendre en considération là, cette dynamique-là entre le hêtre et l'érable, ce qui n'avait pas vraiment été fait là, jusqu'à maintenant. Aussi, prévoir qu'il y ait des baisses en approvisionnement là, et de qualité là, dans certaines régions. Là, par exemple, on pense entre autres dans l'Outaouais, le hêtre a tellement envahi la place que c'est pas pensable là, de remettre l'érable à sucre en production dans certaines stations de cette région-là. Et puis, donc, les objectifs de production, tant en sylvicole qu'en acériculture, il va falloir revoir ça. Hein, le ministère travaille présentement sur une carte là, des érablières sucrières au Québec. Et puis, bon, ça fait partie là, c'est un élément là, qui va faire partie de l'établissement de cette carte-là. Ce qu'on a observé aussi du côté de l'effet probable des changements climatiques dans le futur, alors on a fait une étude là-dessus il y a quelques années là, pour voir l'impact là, possible des changements climatiques sur la saison là, des sucres. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'en général, avec le réchauffement climatique, c'est que la saison des sucres va être plus hâtive d'environ 2 semaines en moyenne. Et puis surtout, ce qui est important de remarquer, c'est d'après les différentes simulations, vous voyez le paquet de lignes ici. Alors on a ici, vous montre le début de la saison. Alors en bleu, la saison normale actuelle, si vous voulez, des 30 dernières années. Alors 71 à 2000, et puis plus tard, en 2040-2050, et puis plus tard encore, on voit que ça semble se décaler, là, va être plus hâtive dans la saison. Au lieu de commencer 10 semaines après le début de l'année, mais ça va commencer en plus entre 4 et 6 semaines au début de l'année, alors plus au mois de février qu'en mars. Et puis on voit la fin de la saison des sucres, les dates de fin de saison des sucres, alors c'est la situation actuelle, et puis on voit le décalage, alors environ 2 semaines plus tôt. Alors la saison des sucres va démarrer plus tôt, mais va finir plus tôt. Puis ce qui est intéressant, cette étude-là montre aussi, c'est que il semble pas avoir plus de variabilité là, dans les températures et puis tout ça, parce que le climat se réchauffe, ce qui fait qu'on va connaître des saisons de sucre là, pas tellement différentes de celles qu'on a connues dans le passé, si vous voulez, des bonnes et puis des moins bonnes saisons. On connaîtra pas des pires, peut-être sans doute pas des pires et puis sans doute pas des moins bonnes là, à cause de cette variabilité climatique, ce qui est encourageant là. Je vais vous parler d'un dernier projet sur lequel on commence à se pencher. Dans le cadre de l'aménagement acérico-forestier, hein, on veut faire pousser des érables à sucre, et puis, on voulait aussi se pencher sur aussi la production de bois. Mais si on se penche uniquement sur la production acéricole, c'est encore un axe de recherche qu'on n'a pas encore développé. Alors, c'est notre intention de travailler un peu là-dessus durant quelques années. Alors, aménager l'érablière de manière à maximiser la production de sirop d'érable. Est-ce que c'est possible? Et puis, en termes forestiers, maximiser la production à l'hectare. Juste pour vous donner un petit avant-goût du... comment qu'on aborde ça au départ, c'est lorsqu'on parle de sylviculture, on parle de jardinage, on parle de coupe d'arbres individuels ici et là. Et puis les érablières, par définition, les érablières naturelles sont en général des peuplements inicoïennes, c'est-à-dire qu'on rencontre toutes les classes d'âge, toutes les classes de diamètre dans un même peuplement. Contrairement, par exemple, en forêt boréale, dans une sapinière, où tous les arbres ont à peu près le même âge. Alors, ce qu'on observe, par exemple, c'est... ici, je vous montre 3 stations où on a mesuré, là, on a pris le diamètre des arbres
sur des parcelles. Et puis, en fonction des classes de diamètre, ici, vous voyez le nombre d'arbres, par exemple, ici, dans cette classe de diamètre-là, ça donne 5 à 10 cm, on a 200 arbres, et puis on a seulement un arbre à l'hectare qui a plus de 80 cm ici, dans cette érablière-là. Avec ce genre de courbe-là, il est possible de calculer ce qu'on appelle un coefficient de gradation, c'est-à-dire un degré de pente, là, si vous voulez, de cette courbe-là, de cette relation entre les classes de diamètre d'arbres et puis leur nombre à l'hectare. Alors, vous voyez que ce degré ce coefficient de gradation-là peut changer d'une érablière à l'autre, en fonction de plusieurs facteurs, en fonction de son historique de perturbation, mais aussi en fonction de sa capacité de produire, de maintenir l'érable, de maintenir sa longévité et maintenir ou augmenter ou diminuer sa croissance. Par ailleurs, on sait qu'il existe quand même une relation entre le diamètre des arbres, je vous en ai parlé tout à l'heure, entre le diamètre des érables, alors le DHP, le diamètre en centimètres, et puis la production de sirop là, en livres par entaille. Alors, il existe différentes bases de données, par exemple l'équation de Grenier en 2007 là, qui montre qu'il y avait une relation linéaire entre, alors plus l'arbre grossit, plus son rendement en sirop augmente, mais de façon linéaire. Alors, tandis que d'autres chercheurs comme M. Stéphane Tremblay, de la DRF aussi, a montré que dans son cas, lui, il observait plutôt une courbe comme ça qui semblait atteindre un plateau là, à partir d'un certain diamètre. Alors, plus l'arbre grossissait, passé un certain point, il donnait pas tellement plus de sirop. Alors, si on met ces deux relations-là ensemble, c'est-à-dire la distribution des diamètres et puis du nombre d'arbres à l'hectare et puis le rendement sirop de chaque arbre, il est possible de construire en théorie différentes courbes d'équilibre qui va donner différents rendements en sirop. Par exemple, ici, on a ça en fonction de la surface terrière totale là, du nombre d'arbres, des arbres à l'hectare et puis leur facteur Q, leur coefficient de gradation. On peut obtenir différents rendements. Alors, évidemment, plus qu'il va y avoir de surface terrière à l'hectare, plus qu'il y a de gros arbres, alors plus le rendement va être important, mais aussi c'est en fonction du facteur Q. Alors, la sylviculture, il y a moyen de faire de la sylviculture de façon à se rapprocher du facteur Q optimal pour maximiser son rendement en sirop. Là, on parle ici là, en kilos à l'hectare. Ce qui est beau aussi dans ce système-là de sylvicole, c'est que on limite le diamètre à un diamètre maximum. Par exemple, dans ce cas-ci, l'arbre le plus gros a 80 cm. Mais c'est possible de faire une sylviculture dans laquelle, par exemple, où on pourrait viser où le diamètre maximum de l'arbre a 40 cm. Alors, on obtient en principe là, une relation comme ça en fonction du facteur Q et puis de la surface terrière. Alors, vous voyez, c'est possible là, de modifier. Cette simulation-là semble indiquer que plus on limite le diamètre maximum, alors on coupe tout ce qui est à partir de tout ce qui dépasse, par exemple, dans ce cas-ci, 40 cm, ça va laisser de la place à des plus jeunes arbres. Alors, il va y avoir plus d'arbres à l'hectare, ça va produire plus de sirop. Mais tout ça, ça reste encore à peaufiner, puis même à expérimenter. Mais ça montre les possibilités là, d'améliorer le potentiel du rendement des érablières juste en pensant là, à un aménagement adéquat pour la production de sirop. Fait que ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous présenter. Vous voyez que on a encore beaucoup de choses à étudier dans les érablières et puis j'espère que on va avoir l'occasion de poursuivre là, avec vous, avec votre aide, notre avancée. Alors merci beaucoup et puis à une prochaine.